Très heureuse de recevoir Najat Vallaud-Belkacem dans la grande interview de Smart Tech. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Bismart. Ancienne ministre, je ne vais pas tout citer, mais notamment de l'Éducation nationale. Vous êtes aujourd'hui la présidente de France Terre d'Asile. Et je vous reçois pour votre ouvrage Sevrage numérique, enquête sur notre rapport aux écrans et comment nous en libérer, paru chez Talendier. Alors, je voulais vous poser une première question, peut-être un peu surprenante, mais vous avez arrêté de fumer? Non, je continue. Ah, mais vous avez essayé d'arrêter le smartphone. Oui, C'est comme ça que démarre votre livre. Vous nous expliquez que vous tentez le sevrage des écrans et qu'en fait, c'est un échec. Oui, parce que je pense que je suis aux prises comme tout un chacun, n'est-ce pas? Ouais. Vous allez le reconnaître. Ah bah oui, je Voilà. connais. Avec Deux cette, smartphones sur le bureau, vous voyez. cette surprésence du numérique dans nos vies et notamment de ce petit écran qu'est le smartphone, Ouais. il faut vraiment qu'on ait conscience que ça a bouleversé nos existences depuis quelques années. Je crois qu'on le sait, mais de façon confuse. Et donc, la question que je me pose, moi, c'est est-ce que c'est possible de se défaire de cette dépendance Mais vous faites vraiment le parallèle avec la cigarette. Pour vous, on est vraiment sur un problème de santé publique. Ah oui, complètement. J'irais même parfois plus loin que la cigarette ou l'alcool, d'une certaine façon, parce que ce temps incroyable qu'on y consacre, il peut être infini. En fait, rien ne l'arrête. Alors qu'un paquet de cigarettes, au bout d'un moment, vous avez fini de le fumer, vous voyez. Et là, avec toutes les mécaniques justement de dépendance développées par les plateformes pour nous retenir en ligne le plus longtemps possible, ce qu'elles appellent l'engagement, c'est-à-dire le fait que les internautes passent tellement de temps en ligne qu'ils y livrent leurs données qui sont collectées, revendues à des marques qui peuvent nous envoyer des publicités ciblées. En tout cas, pour nous, comment ça se manifeste? Par une incapacité, une impossibilité de se défaire finalement de cette emprise du numérique et du smartphone. Et on va faire la comparaison avec plein d'autres choses qu'on a aujourd'hui adoptées, plein d'outils de modernité, on va dire, dont on aurait énormément de mal à se passer. Là, le sujet, c'est que, en fait, vous dites, il y a trois grands problèmes. C'est le temps qu'on y passe. Tout à fait. Les réseaux sociaux, qui sont pour vous un problème en soi, et les contenus illicites. Je vais peut-être préciser une chose par rapport à ce que vous venez de dire, mais d'abord reprenons-les les trois. Le temps qu'on y passe, il faut vraiment avoir conscience que c'est exponentiel, c'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, je sais pas, par exemple, vous prenez un petit de moins de 3 ans, il y a 10 ans, il passait 2 heures par semaine devant écran, aujourd'hui, il est à 6 heures par semaine. En moyenne, hein. Donc pour des petits, voilà, pour des petits dont toute la recherche vous dit que attention, il ne faut pas d'écran à cet âge-là, pas du tout d'écran parce que ça atrophie les capacités cognitives. On voit bien comment on en arrive là, c'est-à-dire on va faire patienter le bébé, on va acheter la paix sociale, etc., etc. Mais de fait, le nombre d'heures consacrées à cela est impossible. Pour nous autres adultes, c'est pas que le smartphone, c'est la télé, enfin bon, absolument. Pour nous autres adultes, on est à 56 heures par semaine en moyenne. 56 heures par semaine. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une vie, c'est 27 ans. Donc en fait, le temps en tant que tel est un problème. Ça n'est pas que ce qu'on y voit, c'est les yeux rivés sur écran, c'est tout un tas de choses qu'on ne fait plus par ailleurs. Parce qu'on n'a plus le temps évidemment de lire, de contempler la nature, de s'ennuyer, de laisser son cerveau au repos pour processer ce qu'il a à processer. Enfin voilà. Le deuxième sujet, comme vous le disiez, les réseaux sociaux, c'est pas un problème en soi, c'est les mécaniques addictives et de dépendance qui ont été développées par les plateformes ces dernières années, et notamment à partir de 2017, Facebook en étant un petit peu le fer de lance, avec des algorithmes qui font tout pour nous retenir sur la base de quoi? Sur la base d'émotions négatives. Parce que si à la limite, ils nous retenaient sur la base de pédagogie, nous apprendre des choses, etc., why not? Mais non, là, c'est sur la base de contenus clivants. Parce que la colère et la peur, émotions négatives, sont ce qui vous engage le plus. Or, ces plateformes cherchent à nous engager, à nous retenir. Et donc, ça a été la prime depuis quelques années. Du pillage de notre attention. Absolument. Et c'est du pillage de notre attention, mais encore une fois, avec quel type de contenu? Ça a été la prime sur la plupart des réseaux sociaux au contenu le plus sensationnaliste, trash, polarisant, de haine, et donc de désinformation et de fake news, puisque la désinformation et la fake news, j'allais dire, répond le plus facilement à tout ce que je viens de dire, le sensationnalisme, etc. Qui pose des questions de démocratie. Exactement, démocratique. Et donc ça, c'est un énorme sujet. L'exemple d'ailleurs de Léna Situation, qui a essayé de se désintoxiquer
des réseaux sociaux. Et vous dites ce qu'elle en retient, c'est 3 choses négatives finalement qui lui pesaient et dont elle a pu se débarrasser pendant cette pause numérique. Bah, c'est notamment la captation d'attention, c'est le fait de ne pas pouvoir faire autre chose pendant ce temps-là, en fait. C'est la haine quand même qui se déchaîne, parce que, en fait, la mécanique des réseaux sociaux, c'est aussi une mécanique de fonctionnement en meute du fait des outils de la viralité, qui, encore une fois, n'existaient pas autrefois. Vous voyez, on pourrait avoir des réseaux sociaux, on en avait autrefois, sans les outils de la viralité que sont les likes, les retweets, Oui, etc. c'est l'arrivée vraiment des algorithmes de Exactement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour ça nous garder absolument, ça a et du cessé scroll d'être infini humain. aussi. Ouais. Exactement, ça a cessé d'être humain à un moment donné. C'est-à-dire que moi, je me souviens de la promesse des acteurs du numérique quand Internet est arrivé au début. On doit avoir à peu près le même âge, vous vous en souvenez. C'était beau, quoi. C'était très idéaliste. Ça allait repousser les frontières. On allait se rencontrer, même si on appartenait à des mondes différents, creuser la curiosité pour l'autre, etc. Mais ça existe toujours, ça, Mais c'est la Belkacem aujourd'hui. Non, Cet Internet-là existe, ce partage de la connaissance existe aujourd'hui. Enfin, moi, en tout cas, je connais un Internet positif. Oui, tout comme sur Internet, en effet, il y a Wikipédia, etc., et parfois des contenus pédagogiques de qualité. Mais ça n'est pas la majorité du genre. C'est un peu comme autrefois quand vous interrogiez les Français sur leurs pratiques télévisuelles et qui vous disaient dans les sondages ah, moi je regarde d'abord Arte. Ouais. Après, quand on allait creuser la réalité, on se rendait compte qu'ils regardaient pas d'abord Arte. C'est pas vrai. Donc en fait, il y a ce qu'on aimerait, ce qui est beau sur le papier, et puis la réalité. La réalité, c'est que votre attention aujourd'hui, elle est d'abord capturés par TikTok, Instagram, etc. Des micro-vidéos de plus en plus courtes, conçues pas pour que vous en reteniez quelque chose, mais simplement pour que vous scrolliez à l'infini, en effet, sans plus vous poser de questions. Et donc, cet usage-là d'Internet, il est terrible parce que c'est un usage passif, en fait. Autrefois, quand on allumait Internet, on y allait pour un usage actif. On y allait pour consulter notre boîte mail ou pour regarder une vidéo YouTube qu'on nous avait conseillée bien précisément, etc. Aujourd'hui, vous ouvrez votre téléphone et directement, vous êtes happé par des notifications. Et en fait, vous êtes comme ça emprisonné, en quelque sorte, sans plus avoir conscience du temps qui passe. Et 3 heures plus tard, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Le sommeil qui va me manquer, j'ai rien appris de particulier, j'aurais mieux fait de lire un bon livre. Voilà. Mais il y a eu une initiative, d'ailleurs, je trouvais intéressante, qui proposait non pas de faire une pause du smartphone, parce que très difficile, mais de faire une pause des applications sociales, Tout à fait. des réseaux sociaux. Et là, parce que vous avez quand même fait une proposition qui a fait beaucoup de bruit sur une mesure que vous avez proposée assez radicale de limiter à 3 gigaoctets de contenu par semaine pour les utilisateurs français. C'était une provocation, non ? Je ne sais pas. Alors, c'était pas une Parce qu'il y a aussi, ce que je veux dire, c'est qu'on peut s'intéresser effectivement à une problématique, ces applications sociales qui nous font passer notre temps à rien faire qu'à consommer, mais il y a aussi plein d'autres usages aujourd'hui du smartphone. Mais juste pour revenir sur l'histoire des 3 gigas, c'était pas une provocation, c'était un raisonnement, c'est-à-dire dans la tribune à laquelle vous faites allusion, qui date d'il y a 1 an et demi, et d'ailleurs ce sont les réactions à cette tribune qui m'ont poussé à mener mon enquête. Parce que les réactions ont été en effet très vives. Dans cette tribune, qu'est-ce que je disais ? Je disais, j'ai un problème, nous avons tous un problème, pas que les enfants, stop, ça c'est une erreur de considérer que seuls les mineurs auraient un problème avec la surprésence des écrans, nous aussi. Et en fait, c'est un problème collectif et pas un problème individuel. Parce que si on le prend à l'échelle individuelle, je vais me rationner, je vais me raisonner, je vais me réguler, c'est David contre Goliath. En face de nous, on a des plateformes qui développent des techniques pour nous retenir malgré nous et qui sont plus fortes que nos cerveaux. Donc, si c'est un problème collectif, ça veut dire qu'il faut que nous ayons un débat collectif. Moi, je crois beaucoup aux politiques, c'est-à-dire au bien commun, à l'intérêt général, à quelque chose qui transcende les individus pour créer des règles communes. Ces règles communes, on pourrait imaginer qu'elles passent y compris par moins d'Internet. C'est un peu comme les antibiotiques. Le numérique, ça va pas être automatique en quelque sorte. C'est bien, c'est utile, c'est bien d'avoir des antibiotiques aussi, mais on n'en prend pas tout le temps. On vous a répondu, ce qui est vrai, 3 gigas
mois par semaine, c'est rien du tout. Oui, non, si mais je regarde 2 films Netflix, non, mais ça y est, bien c'est sûr. mort. Non, mais ça, c'est un exemple pour donner, pour ouvrir la conversation. Okay. Mais franchement, ouvrons-la, cette conversation, parce qu'elle est extrêmement pertinente. Enfin, je veux dire, honnêtement, on a su réguler et nous réguler dans tellement de domaines dans notre vie collective. On finit par l'oublier parce que j'ai l'impression qu'on est tous en dépression collective, mais je vous assure qu'on a su faire des choses géniales. Je prends souvent, je fais l'analogie avec le monde de l'industrie automobile. Oui, les voitures, c'est extrêmement utile par rapport à quand on se déplaçait à cheval. Et puis à un moment, on s'est rendu compte que les voitures, c'était aussi accidentogène. Oui. Et à ce moment-là, qu'a fait le régulateur, les pouvoirs publics, c'est-à-dire nous, collectivement, qu'avons-nous fait? Nous avons tout régulé. Nous avons dit, les constructeurs automobiles, vous pouvez pas construire des voitures qui dépassent telle possibilité de vitesse, vous devez la brider, cette vitesse. Les usagers, vous devez accepter la ceinture de sécurité, même si vous aimez pas ça. Regardez, ça ressemble un peu au rationnement, hein. Même si, et les gens n'aimaient pas ça, hein. La ceinture de sécurité, vraiment, ça a été dur de l'installer. Mais pourtant, c'était pour leur bien, c'était pour notre bien. Les radars sur les routes, le code de la route, évidemment, le tableau de bord sur toutes les voitures. Aujourd'hui, vous n'auriez pas un constructeur automobile qui vous dirait non, moi je mets pas de tableau de bord, je trouve ça moche. Bon, donc en fait, on a besoin de régulation collective et le numérique, c'est une industrie comme les autres. Donc il y a une autre piste que vous explorez, parce que vous parlez quand même de ces plateformes sociales à un moment comme des mafias, des cartels. Là, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a un travail à faire sur ces industries. Bien sûr, parce que pourquoi j'en parle comme des cartels ou des mafias? Parce que vraiment, je suis frappée de la puissance qu'elles ont prise ces dernières années. En gros, on estime que les 5 GAFAM, pour aller vite, ont la puissance financière des États-Unis et du Japon réunis. Vous vous rendez compte? Ouais. Qu'on a le sentiment, quelque part, qu'on peut rien faire contre ces entreprises parce qu'elles sont trop fortes et trop puissantes. Et que, en fait, ce qui nous amène à avoir ce sentiment, en réalité, c'est que depuis des années, elles ont déployé un lobbying intense auprès des gouvernements dans les différents pays pour les empêcher de les réguler. Hein. Ouais. Et ces liens incestueux, ces liens étroits qu'elles ont développés avec le gouvernement se font au détriment de notre propre protection et de notre propre santé publique. Ça, c'est déjà un énorme problème. Deuxièmement, ce sont des entreprises qui savent très bien que leur produit est toxique. Hein. Ce que je vous expliquais sur les mécaniques de dépendance dans les algorithmes, la haine, le pourrissement du débat public, etc. Honnêtement, elles savent tout ça. Elles savent aussi que les pensées suicidaires ont explosé chez les jeunes ces 10 dernières années et que c'est évidemment lié à ce qu'ils voient sur ces contenus. Effectivement, on sait qu'elles savent puisqu'il y a des lanceurs d'alerte et notamment l'alerte française Hogan qui nous l'a prouvé. Et donc non seulement absolument. Et donc non seulement elles savent, puisque y compris en interne, parfois certains cadres tirent la sonnette d'alarme. Mais ils ont des comités d'éthique pour autant. Aussi, elles se sont dotées de comités soi-disant d'éthique, mais en fait, elles n'arrêtent pas leur programme malgré ce savoir-là. Et non seulement elles n'arrêtent pas, mais elles rendent les produits encore plus toxiques. Je veux dire, l'infinite scroll que vous évoquiez tout à l'heure, le fait de scroller à l'infini, que ça ne s'arrête jamais, ça n'existait pas il y a 10 ans. Rappelez-vous, c'est des nouveautés. C'est une logique économique. Là, c'est-à-dire que la remise en question, c'est sur leur business model. En fait, seuls les super profits qui sont les leurs les intéressent vraiment, au détriment de tout le reste. Et la dernière chose qui me faisait les rapprocher de la mafia, c'est que, tout en sachant leurs produits toxiques, elles essayent de recruter de plus en plus jeunes, comme en mafia. C'est-à-dire que Frances Haugen, justement, nous a appris comment, en interne, chez Facebook, vous aviez toute une réflexion programmatique sur nos prochains horizons, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et y compris, il y a une slide qui laisse entendre que le prochain horizon pour Facebook, c'est d'aller choper les moins de 3 ans, de 0 à 3 ans. Enfin, je veux dire, quand on sait, vraiment tous les spécialistes de la petite enfance vous disent aucun écran pour les moins de 3 ans, comment une entreprise peut décemment avoir ça comme projet, évidemment, en toute obscurité. C'est-à-dire que si Frances Haugen nous apprenait pas ça, il y aurait aucune transparence sur ce projet-là de l'entreprise. Oui. Donc c'est ça qui me paraît énorme. Alors, vous avez l'impression qu'on va dans le bon sens aujourd'hui du côté du politique en Europe, puisqu'on parle de l'interdiction des réseaux sociaux en France pour les moins de 15 ans. On parle d'instaurer une vérification de l'âge systématique quand on se connecte sur ces plateformes. Ça vous semble être une prise de conscience suffisante ? Non. Mais non, pas du tout. En fait, si on peut être un peu, cash et honnête sur ce plateau,
j'hallucine sérieusement devant l'absence de sérieux des pouvoirs publics face à ce sujet du numérique. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Mais parce qu'il est temps de se réveiller. Le problème est gravissime. Il est de la même ampleur que les questions de changement climatique, par exemple. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup plus de sérieux dans la prise en compte du changement climatique, mais il est temps de se réveiller. Il faut qu'il y ait une lucidité collective sur le fait que la mécanique à l'œuvre est terriblement délétère. Terriblement délétère. On est en train de perdre en capacité d'attention, en capacité cognitive, en capacité à faire démocratie, à vivre ensemble. On est de plus en plus ultra polarisé. Tous ces outils font évidemment la part belle au populisme, à tout ce qui va petit à petit défaire nos états de droit. On le sait. Enfin, je veux dire, le trucage des élections présidentielles, on en a une à venir dans un an. Aujourd'hui, on a installé Viginum, par exemple, sur le sujet des ingérences étrangères au niveau de l'État. Non, mais c'est bien. Mais on a des textes on sur se donne les pas assez de écrans moyens. chez les tout-petits et à l'école. Qu'est-ce qui manque ? Ce qui manque concrètement, c'est que ces plateformes, en fait, il faut un rapport de force avec elles. Il faut vraiment cadrer jusqu'où on peut laisser piller notre attention. En fait, c'est ça. Est-ce qu'on peut imposer un autre modèle économique à un groupe Alors moi, je suis par exemple très favorable... international, américain en l'occurrence. D'abord, moi, je suis très favorable à ce que préconisent un certain nombre de chercheurs, qui est la création d'une régie publicitaire pour contrôler, parce que finalement, le système de ces plateformes, vous l'avez compris, c'est une économie de la publicité. Oui. Puisque pour nous, c'est gratuit. Ça veut dire que c'est nous le produit, en réalité, et que la façon dont tout ça fait du profit, c'est que nos données sont collectées, revendues à des marques à prix d'or, qui ensuite nous envoient des publicités ciblées jusqu'à nous pousser à l'acte de consommation. Donc ce système-là, en fait, il conduit à tous les travers que j'ai développés, puisque par définition, l'intérêt de ce système, c'est de nous maintenir captifs en ligne. Donc il faut remettre en cause le système publicitaire. À minima, créer une régie publicitaire. Parce que la vérité, c'est que les marques en question, les entreprises, il n'y a pas beaucoup de transparence pour elles non plus de savoir si réellement ce que leur vendent les plateformes en termes de nombre de followers, d'usagers, etc., est réel ou pas. Donc, en fait, on a l'impression d'être dans un monde qui est tellement peu régulé, contrairement au reste, parce que par exemple, quand une marque va acheter de la publicité à la télévision ou sur des panneaux dans la rue, etc., elle sait à combien d'usagers elle va s'adresser. Ici, dans le numérique, on est dans un système beaucoup trop obscur pour être parfaitement honnête. Et donc, je pense qu'on peut mieux le réguler. Je voudrais qu'on résume vos points de vue dans une interview avec des questions très binaires que je vais vous poser. Si vous pouvez répondre, pas forcément de manière binaire, mais rapidement. Oui ou non, l'idée de limiter à 3 gigaoctets par semaine notre consommation d'Internet, c'était de la provoque ? Non, c'était un raisonnement. Enfin, je sais pas, moi je fais pardon. Mais juste, je fais confiance à l'intelligence des gens. Bon, donc je les incite à lire cette tribune. Pour ou contre un ministère du numérique vraiment de plein exercice ? Ah oui, bien sûr. Pour moi, c'est un peu comme si aujourd'hui vous me disiez, faut-il un ministère de l'écologie ? Bah oui, en fait, c'est évident. J'aime ou j'aime pas le numérique à l'école ? J'aime le numérique à l'école quand il a un usage pédagogique, encadré par des enseignants, etc. Par contre, les élèves qui sortent leur smartphone pour le consulter à chaque intercours, quand ça n'est pas même en cours, ça c'est un problème. Je suis pour les casiers sécurisés à l'entrée des établissements. Vous croyez ou vous ne croyez pas qu'on peut imposer un autre modèle économique que celui de l'attention ? Oui, je pense qu'on peut. Moi, j'ai vraiment foi dans le politique. Je pense qu'une fois que la lucidité... Et d'ailleurs, cette lucidité, je vais vous dire, si elle ne vient pas des politiques eux-mêmes, elle viendra des actions en justice d'un certain nombre d'usagers. Et à un moment, ça fera jurisprudence. Dernière question, en 2027, vous vous voyez où ? Ça fait pas partie de mon livre, donc ça sort du cadre. Merci beaucoup, Nathalie Vallaud-Belkacem, d'être venue dans Smart Tech pour la grande interview. On a parlé ensemble de votre livre Sevrage numérique, enquête sur notre rapport aux écrans et comment nous en libérer, paru aux éditions Talendier. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.